Pour les vœux. Tout à fait, bonjour monsieur, vous allez bien? Ah mais je suis je crois que la récence s'est occupée des lycées entre-temps. Ok, oui, 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 non, il a Janine Vernier. L'ancien Janine, oui, l'ancien Janine Vernier. Oui, voilà. Parce que l'ancien Janine Vernier a été détruit. Mais ils sont garants, ils sont servés, les ateliers. Et puis il y a c'est marrant. Ah non, non mais... Oui, non mais c'est vrai que je pense pas. Oui, c'est logique que c'est plus. Ça va les amis? Ça me fait plaisir de vous voir. Non. Ah, ça va me rappeler mon enfance. Ah bon? On a un des vacances. C'est ça, je les ai déposés. On a des choses à discuter quand même. Ça y est. Tu es au courant de presque tout déjà. Les décisions qui pourraient être prises au niveau de
Je demande à chaque fois que tu sois dans la bouche. Au départ, tu étais trop chargé et trop pessimiste. Non, moi j'ai vu quand même. Bien sûr que j'avais vu, mais tu sais, quand tu parles de ça, c'est tout à fait. Bon, ça va bien, François? C'est bonne route? Très bien. Ouais. Donc tu vois, il faut. C'était pas la position qu'elle avait défendue avant. Donc si tu mets Châteauneuf, ici tu te retrouves avec la forêt, tout ça. Donc l'idée, nous on avait pensé qu'il descendait dire ça, qu'il était sur la ville de Châteauneuf. Maintenant il dit tout ça. Donc il rate celui, il fait un truc comme ça, il voit que c'est possible. Donc il dit à ce moment-là on fait un truc d'ensemble comme ça. On va essayer d'y voir. Tu vois, si on met tout le monde sur la clé, c'est quand même assez. Moi je me disais, on va les réunir un peu plus largement, là on dirait, on dit, c'est la clé, on peut pas laisser un territoire seul. Alors il m'a dit moi je vais pas juger les gens, je vais réussir à faire des ensemble. Exactement. Et il y a un autre sujet, on en parle de quelque chose, c'est pas très facile. Les appels des communes Pour les co, ils ne peuvent pas s'attacher aux autres ensemble. Différents des ensembles économiques. Bon, qu'est-ce qu'on fait ici? On va commencer. Grégory, dis commencer. Bonjour. Vous aviez passé la soirée dans le café. Je me mets à table. Ouais, certains stylos, là, il y a une basse. On voit par rapport la réflexion bien. Dès que je le vois, j'apprends le stylo. Non, il y en avait un pour faire demain, j'ai rendez-vous à Bonjour Gérard. Je te bouge, bah oui.
Kévich qui préférait le jet privé. On ne peut pas lui donner tort. Non, c'est sûr. Ça va, mon gars? Tu vas bien? Allez. Salut, François. Ah bah oui. Je sais pas pourquoi. Oui, non mais. Comment allez-vous? Ça va? Bonjour, vous allez bien? Non, moi j'étais vu plusieurs fois, mais chez Axel avec toi. Mieux vaut plusieurs fois que jamais. Je devrais là. On va pouvoir voir tout de suite, monsieur Edouard, monsieur de la police. Monsieur Hérault sera pas là. Pour la réunion PETR, j'ai répondu. Mais ça a changé en printemps parce que le Hérault n'était pas libre. Je crois qu'il est comme moi, il part. Oui, moi j'emmène mon équipe. Donc on a deux pour J'ai l'immense plaisir ce soir en tant que chef d'établissement de vous accueillir au lycée d'Urcy, que certains connaissent déjà pour différentes raisons. Et je souhaite remercier le président Bonneau d'avoir eu cette merveilleuse idée de vous faire tous venir dans ce beau lycée. Cela représente un engagement fort de la région auprès de l'éducation nationale sur tout ce que nous mettons en place, sur les différentes filières que nous mettons en place. Et cet engagement, nous le mesurons tout au long de l'année. Donc le forum se déroule à Montargis et au lycée d'Urcy. J'y suis particulièrement sensible et je voulais vous en remercier. Je ne vais pas monopoliser la parole très longtemps, juste pour rappeler, ça ne vous aura pas échappé, c'est un lycée. Vous êtes cerné par les lycéens. C'est un lycée de 1410 élèves, un gros lycée du Loiret, avec un internat assez important. Donc vous allez entendre les élèves, vous allez les voir passer sur la passerelle d'ailleurs. Ce qui signifie que cela a des contraintes, et notamment, je vous demanderai de ne pas fumer dans la cour, s'il vous plaît. Voilà. C'est quelque chose que je souhaitais vous rappeler. Voilà. Je vous remercie, j'espère que vous aurez un bon déroulement. Merci Madame la Présidente, et puisque nous sommes sur l'agglomération de Montargis, président de l'agglomération, Jean-Pierre. Merci Monsieur le Président, merci de me donner le micro, Madame la Proviseure. C'est un grand plaisir de revenir ici. On n'est pas en queue courte, presque. Ça nous fait plaisir de revenir quelques années en arrière et de se sentir jeune. Il y en a ici qui étaient probablement élèves de ce lycée il y a un certain temps. Est-ce que tu confirmes? C'est un grand plaisir. Oui, en tant que président de l'agglomération, merci François de me passer la parole, parce que votre sujet, ce sujet dont vous allez débattre ce soir, est un sujet majeur. Celui de l'attractivité d'un territoire, celui d'un territoire dont on ne sait pas s'il est bon, s'il n'est pas bon. On mesure parfois, vous savez, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Il faut savoir aussi que c'est un bassin qui vit avec une population qui est en croissance. On dépasse, si on prend les 4 intercommunalités, on dépasse les 130, 140 000 habitants. On a quand même combien, je crois, plus de 16 000 entreprises. On a 40 000 ou 45 000 salariés dans ce bassin de vie, dans ce bassin d'emploi. Donc il y a une vie.
Et régulièrement, il y a une croissance démographique année après année. Alors des communes prennent plus, d'autres en prennent moins, mais ça, c'est pas un problème de géographie spatiale dans une intercommunalité. Alors, un mot, simplement, c'est que depuis la loi NOTRe, on pouvait être hésitant à l'époque, lorsqu'elle a été développée, mais finalement, il faut la prendre dans le bon sens. Et ça nous a permis, puisque je les vois ici à côté de moi, ça nous a permis de réfléchir intercommunalité à côté des intercommunalités et de se dire que finalement, allez, je vais dire, c'est un peu le proverbe, l'union fait la force, c'est pas ça. Si on se réunit, on devient vraiment attractif. On peut permettre d'avoir une réponse par rapport à la métropolisation qui existe, qu'elle soit dans le département mais aussi dans la région parisienne. On est à côté de l'Île-de-France, on est à côté de Lyon et de la Bourgogne avec aussi sa métropolisation qui se développe. Donc si on se réunit et d'avoir avec Jean-Jacques Mallet qui est donc à la tête de cette réunion des 4 intercommunalités dans le domaine du développement économique, ça permet de réunir quand même avec le Pays Gâtinais, avec les 4 intercommunalités, d'avoir finalement une grande intercommunalité de combat, c'est-à-dire dans le domaine offensif et non plus dans la défense, c'est-à-dire d'aller en avant et de permettre de se développer. Donc moi je fais confiance maintenant à DevOps, je vous expliquerai probablement le conseil, donc, et puis est-ce qu'on a appelé Loire Éco Orléans, c'est-à-dire de travailler tous ensemble, mettre les mains dans le cambouis et d'avancer pour augmenter encore non seulement la population, mais le nombre d'entreprises et le nombre de salariés. On a encore un taux de chômage qui est important, on le connaît, on sait pourquoi, à la proximité effectivement de régions qui sont difficiles comme l'Île-de-France. Il faut aussi réfléchir comment on peut leur trouver du travail, comment on peut développer notre ensemble de bassins de vie comme de bassins d'emploi. Ces deux mots ne sont pas opposés, on ne les oppose pas, au contraire, il faut les réunir. Quand il y a de l'emploi, il y a de la vie, quand il y a de la vie, il faut trouver de l'emploi. Donc je crois que merci d'organiser cette réunion. Je pense que les gens ont beaucoup de choses à dire, mais soyons confiants et remplissons le verre plutôt que de le vider. Merci, Monsieur le Président, merci, Madame la Professeure, de cet accueil. Quelques mots avant que le travail auquel nous allons nous consacrer ce soir soit présenté pour situer la démarche SRADET. Vous allez dire, ça commence pas très bien. Je le dirai qu'une fois, le SRADET, c'est le schéma régional d'aménagement durable et d'égalité des territoires. C'est beaucoup mieux. Donc si je dis vision 2025, vision 2030, mais également composée d'un certain nombre de réalités territoriales qui ne sont pas assimilables, vision commune, vision partagée, priorité du développement, ça commence à faire sens. Et si je dis une vision 360 degrés, ça marque bien l'ambition. Une vision 360 degrés, c'est une vision qui articule. J'étais encore à l'instant avec un journaliste qui posait la question du Paris-Orléans, Clermont-Lyon, le fameux port, ligne grande vitesse, etc. Infrastructure, bien évidemment, mais ce n'est pas que des infrastructures, c'est aussi des formes de développement économique. Le président de l'agglomération en parlait à l'instant. C'est aussi le développement de la formation, aussi ça, de la formation supérieure, de la recherche auquel doit s'adosser le développement économique. On était quelques élus ensemble à l'instant dans une usine liée au pôle cosmétique et pharmacie. On voit bien l'importance de cela. C'est ce développement, l'introduction de révolutions très puissantes qui sont à l'œuvre aujourd'hui. La révolution dans le domaine qui est le domaine de l'énergie. Quand on parlait de ça il y a 10 ans, ça paraissait quelque chose de... Non, aujourd'hui, qu'il s'agisse de l'habitat et de la construction, qu'il s'agisse de la mobilité, qu'il s'agisse de l'activité économique, on voit bien que la problématique de l'énergie, de la consommation d'énergie fossile, etc., avec le réchauffement climatique est un vrai sujet. Est-ce que ça va créer des contraintes? Est-ce que ça va être au contraire la possibilité de nouvelles formes de développement
je suis plutôt pour la seconde réponse à cette révolution énergétique, une révolution numérique. On est dans un lycée, ça bouleverse l'accès au savoir, à la connaissance, ça bouleverse les métiers, et ça bouleverse véritablement tous les réseaux économiques, etc. etc. Donc, on est connecté à ça. Une autre révolution qui est à l'œuvre, qui, je dirais, c'est celle du sens. Celle du sens. On a vécu sur les dernières décennies, la dernière décennie en particulier, sur une notion de mondialisation des échanges, etc. On voit nos concitoyens, les espaces dans lesquels on vit, ils sont aussi marqués par une demande de sens et par une demande de réenracinement d'un certain nombre de réalités, la réalité production-consommation, la réalité de la communication dans les quartiers, dans les villages, etc. On a une révolution, celle-ci, je ne sais pas dans quel sens il faut la prendre, je vous en proposerai un double sens, qui est la révolution de la concentration. On assiste au niveau mondial à des phénomènes de concentration qui sont extrêmement puissants, et pas qu'au niveau mondial, au niveau européen, au niveau national. On voit bien qu'un certain nombre d'activités qui existaient dans la proximité de certains territoires passent au niveau supérieur, et que ce chemin-là absorbe beaucoup d'énergie, et qu'on pourrait être tenté par le réflexe qui était cité tout à l'heure, de dire ça ne va plus, et de se réfugier en nous-mêmes, et de nous plaindre de ce phénomène de concentration, et donc de le subir d'une certaine manière. Comment, dans ces moments-là, là où il y a des phénomènes de concentration, on crée des systèmes de réciprocité. Certes, il faut, dans les domaines de la santé, dans les domaines de l'enseignement supérieur, etc., que les concentrations nécessaires pour que les compétences puissent être réunies s'opèrent, mais en même temps, ces concentrations peuvent être à double sens. Et il peut avoir des réseaux de développement. Et j'en viens à la réalité du Montargois dans cette vision de la région à 360 degrés, de la région 2030. Le Montargois a une position qui est une position singulière. Singulière parce qu'il appartient à un département dans lequel le cœur et l'essentiel est le bassin de Loire, et les éléments de géographie ont un sens, et nous sommes bassin de Seine. On sait que lorsque les départements ont été créés, un département du Loing avait été évoqué, qui aurait globalisé une partie de Lyon, une partie de la Seine-et-Marne, une partie du Loiret. C'est pas ce qui a été écrit, c'est pas ce qui a été fait. Pour autant, nous avons ce positionnement qui est un positionnement singulier. On ne peut pas penser notre développement en dehors d'une liaison forte avec Orléans, capitale régionale, en dehors de notre arrimage au développement de la région. Faut-il que cela puisse se faire de manière très articulée. Et en effet, sur le domaine de l'économie, Jean-Pierre Laure vient d'en parler, ce qui a été mis en œuvre dans une articulation forte entre la création d'une agence régionale qui met tout le monde ensemble à l'échelle de la région et la mobilisation du territoire, non pas intercommunalité par intercommunalité, l'agglomération de son côté, etc. Ce qui a été mis en place, qui est en train de se nouer, c'est un pôle économique du Gâtinais qui se donne des outils, qui se donne la robustesse, qui se donne le volume pour pouvoir compter dans ce rapport avec Orléans qui peut être un rapport de réciprocité. On y croit très fortement. De la même manière, le positionnement particulier, c'est aussi que le développement du Gâtinais, le développement du Montargois ne se fait pas que dans cette relation de réciprocité avec Orléans, capitale régionale. Il se fait aussi avec, bien évidemment, l'Île-de-France. Est-ce que c'est quelque chose de dangereux, etc. C'est tout simplement un constat que nous faisons. Il serait illusoire de le nier. On voit bien comment nos concitoyens abordent les problèmes du logement, de cette relation, les problèmes de l'emploi. Donc comment, dans cette relation avec l'Île-de-France, et dans cette relation avec les territoires avec lesquels on a des enjeux communs, je pense aux enjeux de la santé, je pense aux enjeux de l'éducation, aux enjeux de la formation, aux enjeux de l'économie, je pense au sud de la Seine-et-Marne, je pense à une partie de Lyon, comment on travaille ensemble, et un schéma de développement, un SRADET pour une région, c'est pas quelque chose qui est indifférent à ce qui se passe à 100 mètres de l'autre côté de la frontière, c'est aussi quelque chose qui se conjugue avec des potentiels. Et ici, c'est absolument nécessaire que nous le prenions en compte.
Enfin, je dirais que la démarche qui est la nôtre, de co-élaborer ce SRADET, non pas comme un espèce de puzzle qu'il nous faudra assembler, mais en mettant en commun, territoire par territoire, les grands enjeux, c'est quelque chose qui va renforcer encore l'identité de cette région Centre-Val de Loire. Quand en 2010 on a lancé, il y avait des élus qui étaient déjà présents, il y en a un certain nombre qui étaient, Jean-Pierre qui était encore, Franck Suplisson et du régionaux à ce moment-là. On a fait le pari que notre région avait comme principal déficit celui de son identité et celui d'un projet collectif. Et qu'on pouvait avoir un projet collectif entre le sud du Berry et le nord de l'Eure-et-Loire, entre Chinon et ici. Un projet collectif, on l'a forgé ensemble et franchement, ça a beaucoup renforcé le jeu d'acteurs et ça nous a permis d'être plus forts sur la carte nationale. On a eu la chance, moi je considère que c'est une chance de ne pas être défait dans un grand ensemble, grande région, etc. On voit aujourd'hui quand même que Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Grand Est, etc., mes collègues précédents rament pour essayer de reconstruire un petit peu d'unité, c'est extrêmement périlleux, et pourtant on a besoin d'unité, de synergie pour avancer. Donc nous n'avons pas changé de périmètre, non seulement nous n'avons pas changé de périmètre, et la signature Centre-Val de Loire a donné une espèce d'identité. Moi je ne me sens pas en tant que Montargois en difficulté par rapport à cette notion de Centre-Val de Loire, parce que je sais bien qu'au niveau national, européen et mondial, si on veut des marqueurs, il faut prendre les traits essentiels, et Val-de-Loire est un trait particulièrement identifiant de notre région. Donc on a gagné en unité, et le pari que nous faisons avec Éric Chevet, qui est le président du Césaire et que je salue, le pari que nous faisons avec Éric Chevet, c'est de se dire, avec le Césaire, c'est de se dire, si on met tous les acteurs ensemble, acteurs économiques, acteurs élus, acteurs culturels, acteurs du tourisme, etc., tous les acteurs ensemble, on peut renforcer notre unité autour d'axes forts, autour de projets forts, qui seront fédératifs pour tous les territoires et avancer. Et ce soir, on a mobilisé Christelle de Crémier, qui est vice-présidente chargée du tourisme et de l'alimentation, Anne Leclerc, qui est chargée du secteur sanitaire et social, Anne Beignet, qui est chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche, Jamila Gabouret, qui est la locale de l'étape et qui porte sur le Montargois des projets dans la relation avec la région. Donc, ce que nous souhaitons ce soir, c'est franchement que vous vous sentiez libre. J'ai essayé de citer la complexité de l'exercice dans ce territoire particulier, qu'à partir de cette réunion, on puisse avoir des éléments qui nous permettent d'écrire la place du Montargois, non pas on va aider le Montargois, mais la place du Montargois comme un élément de construction d'un projet de développement régional. Voilà, à grands traits, ce que nous sommes en train de faire soirée après soirée sur la totalité du territoire régional. Pour tout vous dire, je crois qu'hier soir, j'étais pour le même exercice à la métropole de Tours. Voilà. Juste un mot de présentation. Merci les élus, président, merci les élus, mesdames et vice-présidents, puisque ce sont que les élèves aujourd'hui. Simplement pour vous dire en deux mots l'engagement de la deuxième assemblée régionale, l'assemblée consultative de Césaire, sur ce débat très important, cette élaboration de ce schéma que nous jugeons extrêmement important. D'abord, rappeler que historiquement, c'est un sujet que nous avions porté auprès de la région, et la région a eu raison de s'en saisir, et elle s'en est super bien saisie, si je puis dire, en 2011, quand elle a créé le précédent schéma, le SRAT, qui n'était pas un exercice obligatoire à l'époque, et qui devient maintenant un exercice obligatoire depuis la loi NOTRe. Et donc, avant 2020, pour 2019, il faudra donc adopter ce schéma. Et dès le départ, le Césaire avait vu l'intérêt de construire un schéma régional pour forger une identité. On savait très bien qu'il y avait trois grandes régions qui constituaient cette région, qu'il fallait progresser dans l'unité. C'est vrai que la loi NOTRe, en nous confirmant notre périmètre, nous a permis d'asseoir quand même cette unité régionale qui, par ailleurs, pouvait faire défaut par le passé.
Donc c'était important d'avoir cette vision, cette construction régionale. Et aujourd'hui, on est sur un nouveau schéma, on est sur la construction d'un nouveau schéma, 2020, 2030 probablement, comme échéance. Et évidemment, quel est l'intérêt de faire un schéma? On peut vous poser cette question-là. On l'a vu là sur celui qui vient de se terminer. Pourquoi en faire un autre? D'abord parce que le monde a beaucoup changé. Il n'a pas changé tous les jours, dans la vie de tous les jours, bien qu'il évolue tous les jours, mais qu'on a quand même pris conscience de deux réalités qui nous percutent aujourd'hui et qui nous réinterrogent sur nos politiques publiques. Ces deux réalités, c'est incontestablement l'arrivée dans tous les esprits maintenant, puisque c'est communément admis, de l'enjeu environnemental. Je crois que l'enjeu environnemental est maintenant transversal et traverse toutes les politiques, on le voit bien, que ce soit en économie avec l'économie circulaire, que ce soit dans les enjeux territoriaux, dans les enjeux fonciers, dans les enjeux partout maintenant, l'enjeu environnemental est au cœur des préoccupations et c'est tant mieux. Ça nous oblige à revisiter nos politiques publiques et à les réécrire sur les territoires. Et puis le deuxième enjeu transversal aussi qui s'impose à nous, c'est la digitalisation de la société, avec, alors bien sûr, une partie physique très concrète sur laquelle la région est engagée, c'est celle de créer les infrastructures nécessaires pour la circulation de cette information qui progresse sans arrêt, mais c'est les conséquences sur la vie quotidienne de cette digitalisation, on sait sur l'emploi, de grandes conséquences, mais pas seulement sur l'emploi, sur la vie de tous les jours, sur notre vie sociale, avec des conséquences importantes. Et donc l'idée du schéma, de revoir le schéma, c'est de réinscrire en fait nos politiques publiques en tenant compte, entre autres, de ces deux contraintes, qui ne sont pas forcément des contraintes, mais qui sont plutôt des enjeux, mieux parler d'enjeux que de contraintes d'ailleurs, le défi environnemental et le défi de la digitalisation de la société. C'est pour ça que c'est extrêmement important de savoir quel est le projet de territoire local à inscrire dans le projet global de la région. Et comment, à l'avenir, on va pouvoir, grâce à ce schéma, réduire l'incertitude et inscrire des politiques publiques cohérentes dans la durée. C'est pour ça que la société civile organisée au sein du Césaire, les conseils de développement qui veulent bien y participer, travaille aux côtés de la région et proposera un certain nombre de pistes et au départ des réflexions qui sont faites dans les ateliers qui vont succéder. Donc, je vous souhaite une très bonne séance de travail ce soir. J'y resterai aussi et je présente mon vice-président, Jean-Paul Vincent, qui est là avec moi et qui participera aussi à nos ateliers ce soir. Merci. Merci, madame, pour ces propos introductifs. Nous allons donc rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec une petite présentation sur le SRADET. Je me présente, David Chabot, j'accompagne les élus et les services de la région sur ces événements. Et donc, nous allons d'abord visionner un petit film sur la démarche. La loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République prévoit que les régions se dotent d'un SRADET. Comprenez, un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Ce schéma, à 360 degrés, portera sur les transports, l'équilibre des territoires, les services, le numérique, l'économie, l'énergie, la biodiversité, le changement climatique, les déchets. Enfin, sur presque tout, quoi. Et cela pour tracer le chemin à suivre dans les années à venir, pour que la vie en Centre-Val de Loire soit la plus agréable possible pour tous. Bien sûr, la région ne construira pas ce schéma toute seule. Elle le fera avec de multiples partenaires dans tous ces domaines. Et surtout, elle va aller à la rencontre de ses concitoyens sur tout le territoire. Pour vous écouter, pour échanger avec vous à travers des rencontres thématiques, des ateliers 360 degrés, une plateforme de concertation. Car pour mieux cerner les enjeux futurs, bien définir les objectifs et les actions à mener, la région a besoin de vous. Pour que demain, vivre dans la région Centre-Val de Loire soit une chance. Donc voilà, un exercice complet de co-construction et de concertation. Alors, donc nous allons détailler un petit peu et repréciser ce qu'est le SRADET, du moins
dire 3 éléments importants. Le premier, c'est que c'est un schéma stratégique, comme l'a évoqué le président, et il a été et il est voulu pour avoir plus de cohérence et de visibilité dans l'action publique régionale, mais aussi dans les territoires, puisqu'il intègre un certain nombre de schémas déjà existants, ou des réflexions sur la biodiversité, la climat et l'énergie, les mobilités, les déchets. Et donc, c'est une sorte de 5 en 1 et ça permet de simplifier et de rendre plus utile, mais également d'agir en cohérence. C'est également un projet qui est partagé où chaque territoire doit trouver sa place et puis il est en articulation avec les stratégies régionales qui sont élaborées sur l'économie, la formation ou encore le numérique. Autre élément important, c'est que ce projet d'aménagement et de développement, il est transversal, c'est-à-dire que la loi prévoit 11 domaines obligatoires que vous voyez ici s'afficher autour de l'aménagement, des transports, de l'environnement. Et donc derrière chacune de ces thématiques, la région a souhaité aller plus loin et aborder l'ensemble des sujets, la santé, le numérique, que l'on peut trouver également comme réponse sur le thème de l'équilibre et de l'égalité des territoires, la question du désenclavement des territoires ruraux, l'habitat, la gestion économe de l'espace et du foncier pour l'avenir et les générations futures, l'implantation de différentes infrastructures d'intérêt régional, le lien intermodalité et développement du transport, et puis sur les questions de l'environnement, comme vous avez pu l'évoquer, sur la maîtrise et la valorisation de l'énergie, la lutte contre le changement climatique, la pollution de l'air, la biodiversité et la gestion des déchets. Donc vous voyez, c'est une réflexion globale à 360 qui intègre l'ensemble des éléments qui font la vie d'un territoire. Autre élément important, c'est que ce document, en fait, c'est un document de planification, c'est le document de planification de la région, donc il s'insère entre deux grandes échelles, l'échelon national, où un certain nombre de lois édictent des principes, on peut penser au domaine de l'environnement par exemple, et puis des échelons plus locaux, où l'on élabore des stratégies de territoire, on apporte aussi un certain nombre de réponses, on peut penser aux schémas de cohérence territoriaux, ou aux plans locaux d'urbanisme. Et donc le SRADET est là pour apporter un certain nombre d'objectifs, de règles, donner un cadre, un principe à son échelle, et trouver une cohérence en fait avec ces différents et agir de concert avec ces différents documents. Alors en ce qui concerne le calendrier, donc la démarche a débuté en 2017, où il y a eu un temps de réflexion sur la manière dont on allait conduire l'exercice, la région allait conduire l'exercice, et puis s'est engagé un travail sur le diagnostic et les enjeux. Et 2018, c'est l'année où on concerte, qu'on construit à travers 80 réunions, les 19 ateliers répartis sur les différents bassins de vie comme celui-ci, le site internet qui est ouvert en permanence, www.democratie-permanente.fr. Et en fait, ces différents temps d'échange et de contribution vont permettre d'alimenter le cœur du schéma qui est composé de différentes pièces, de projets et également les éléments qui cadrent un peu l'aménagement et le développement pour l'avenir. Ce document sera voté en octobre 2018. S'en suivra une autre phase de concertation, de consultation plus réglementaire, à travers notamment une enquête publique. Et puis, on s'acheminera vers son adoption en juin 2019 pour le mettre en œuvre à partir de septembre. Voilà pour ces grands éléments sur la démarche. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, un exercice de diagnostic et d'enjeu a été réalisé par la région. Et je vais laisser Anne Beignet, qui est vice-présidente à l'enseignement supérieur et la recherche, nous présenter les grands enseignements de ce travail. Donc, bonsoir. Avant que vous partiez dans les ateliers, je crois qu'en effet, il est bien que vous ayez en tête un peu les enjeux de cette région et les défis que peuvent aussi porter ces enjeux. Donc le premier, bien évidemment, c'est l'économie. Nous avons une économie performante avec des pépites, avec des zones d'excellence. Faut-il rappeler que la cosmétique, nous sommes les premiers nationaux en cosmétique. Faut-il rappeler la production d'oléagineux, l'industrie pharmaceutique. 40% des médicaments français se font dans notre région. La production de blé, la production de semences. Donc nous avons vraiment des filières d'excellence qu'il faut bien évidemment conserver et développer. Après, nous avons des réseaux
et là, faut faire attention. Nous avons des réseaux de formation, des réseaux d'innovation, des réseaux économiques. Il faut aussi faire attention que ces réseaux communiquent ensemble et ne restent pas chacun dans leur partie. Et puis, nous avons un défi. Nous avons une répartition de la population et des densités de population très hétérogènes dans la région, entre le nord et le sud, l'est et l'ouest. C'est un fort défi. Vous le voyez, 44% des emplois sont sur la zone d'Orléans et de Tours. Que faisons-nous? Ça implique des déplacements, donc il va y avoir à réfléchir sur ces défis des déplacements. On le sait, dans l'avenir, l'utilisation des voitures va diminuer. Vous entendez très bien, même dans les agglomérations, vous aurez peut-être demain, vous n'aurez plus votre propre voiture, mais vous aurez des voitures qui passeront devant vous, vous la prendrez, vous mettrez votre clé pour savoir où vous voulez aller, et voilà. Tout ça, c'est un défi sur les déplacements. Et puis, nous devons être attractifs. Nous devons être attractifs parce que nous sommes une région près de l'Île-de-France, le président l'a rappelé, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un inconvénient. Nous devons profiter de ça, nous devons faire attention à ce que aussi les personnes qui partent de cette Île-de-France ne fassent pas que passer par chez nous et bye bye, on va aller voir ailleurs. Donc il faut pouvoir les rester. Alors ces atouts, nous devons les valoriser, nous devons continuer notre savoir-faire industriel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est quoi l'entreprise 4.0 de demain? Comment pouvons-nous la mettre en place? Comment on attire nos jeunes dans l'industrie? Parce qu'ils n'en ont pas une image qui est la réelle image d'aujourd'hui. On l'a vu cet après-midi en visitant Pierre Fabre, à la fois cosmétique et pharmaco. L'industrie d'aujourd'hui, il faut dire aux jeunes ce que c'est, à quoi ça ressemble. C'est un atout à valoriser. Bien évidemment, nous avons aussi tout le système tertiaire avec les services qui vont prendre une place importante. Comment les accueillons-nous dans notre région? Comment faisons-nous qu'elles se développent? On n'oublie pas, bien évidemment, l'agriculture, que ce soit en production ou en transformation. C'est quoi l'agriculture demain? Et notre région très agricole doit relever ce défi et surtout le valoriser. Et puis, un patrimoine, bien évidemment. Alors, le patrimoine culturel, le patrimoine immobilier des châteaux, tout le monde le connaît, mais il n'y a pas que ça dans la région, donc il faut valoriser ce patrimoine culturel, mais aussi un énorme patrimoine naturel. Et là, sur tous les secteurs de la région, c'est pas propre. On dit souvent le patrimoine culturel, il est très propre, il suit la loi. C'est pas toujours le cas, mais le patrimoine naturel, il est partout. Donc vous voyez, c'est important. Par contre, il va falloir faire attention à ce que ce développement de la région se fasse en conservant un équilibre, et même en remettant dans certaines zones des équilibres qui n'existent plus. Le vieillissement de la population est très clair. Hein. Nous avons un taux de personnes âgées supérieures à d'autres régions. Nous avons, on le sait très bien, c'est pas peine de le rappeler, une densité médicale très inférieure à certaines régions. Nous devons faire en sorte que ce développement de demain, le 2025, le 2030 et suivant, ce soit dans le cadre de garder de ne pas créer de nouvelles inégalités sociales complémentaires. Nous allons avoir d'ici 2050 150 000 habitants supplémentaires sur la région. Comment les accueillons-nous? Comment les mettons-nous? Comment sont-ils répartis de manière spatiale sur l'ensemble de la région? Comment ces habitants vont trouver bien évidemment du travail, mais comment vont-ils pouvoir accéder aux services? Comment mettons-nous à ces habitants l'offre numérique? Comment se développe? Parce qu'on sait très bien, tout le monde ne pourra plus avoir le service à côté de chez lui. Comment peut-il l'avoir et comment peut-on former les personnes à avoir ces services numériques? Et puis, on revient sur cette question de mobilité, cette question de territoire rural. Comment faisons-nous pour ne pas opposer la ruralité les ruraux aux urbains? Ce n'est plus vrai. Les gens qui habitent dans les territoires ruraux ne sont pas que des ruraux. Les gens qui habitent dans les territoires urbains ne sont pas que des urbains. Comment faisons-nous cet équilibre? Donc il est important de le travailler. Et puis, nous avons un environnement à protéger. Comment faisons-nous pour que l'environnement à la fois social,
la vulnérabilité des gens ne se fasse pas, comment faisons-nous pour conserver cette partie agricole et ces terres agricoles qui peut-être disparaissent trop vite, donc il va y avoir une grande question. Et puis nous avons aussi, on sait très bien, alors dans les deux côtés, nous avons des nappes phréatiques qui sont quelquefois très difficiles, quelquefois nous manquons, nous avons face à ça à répondre aux problèmes d'inondation. C'est pas en ce moment qu'on va nous l'apprendre, surtout dans cette partie du territoire. Donc vous voyez, il y a des forts enjeux, il y a des réels défis à relever, et c'est ça qui est important, et je dirais même plus, heureusement, parce que c'est ça qui nous fait vivre. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc les enjeux que vous avez mis en avant et résumés, l'objectif aujourd'hui dans cet atelier, c'est qu'on puisse co-construire en fait un système de réponse, c'est-à-dire à travers les objectifs, des actions, et en même temps que vous puissiez faire part aussi des préoccupations plus spécifiques à votre territoire. La question générale qui vous est posée aujourd'hui dans les ateliers, c'est est-ce que vous partagez les défis qui ont été développés ici? Quel objectif on peut se fixer à 20 ans ou plus loin? Et quelles sont les pistes d'action pour atteindre ces objectifs? Donc il y a 3 grands ateliers. Le premier sur les atouts à valoriser qui nous permettent de renforcer l'attractivité du territoire. Le deuxième atelier sur la diversité des territoires et la nécessité de répondre aux besoins du quotidien. L'atelier numéro 3, enfin, sur la question de aménager durablement la région et ses territoires pour relever les défis environnementaux que vous évoquiez en début de session. Et donc, ce qui est aussi important, et ce que la région souhaitait mettre aussi au débat, c'est avoir cette idée commune de l'ouverture, de la recherche des coopérations entre les villes, les territoires, les acteurs de la région, qu'ils soient publics ou privés, citoyens, entre les pôles urbains et les périphéries, avec les autres régions. Comment on peut apporter des réponses à travers les objectifs et les actions sur ces différentes thématiques. Alors, dans l'atelier numéro 1, les éléments qui peuvent être abordés, c'est les questions d'emploi, l'économie, tourisme, de savoir-faire et d'atouts. Dans l'atelier numéro 2, sur la diversité des territoires et les besoins du quotidien, on va pouvoir aborder les questions de logement, de services de proximité, d'espaces naturels et agricoles, et puis la manière dont ça s'aménage dans les villes, les villages, sur l'urbanisme, la question de la culture et du sport, qui sont des éléments importants d'animation et d'attractivité des territoires. Le troisième atelier est donc, lui, autour des thématiques de la biodiversité, des paysages, des ressources naturelles, de l'énergie et de la nécessaire adaptation et d'anticipation du changement climatique. Voilà, mais tout ceci vous sera reprécisé dans les salles. Donc, à la suite de cette présentation, là j'en ai encore pour une ou deux petites minutes, vous allez rentrer dans vos différents ateliers, vous aurez sur des tables les grilles de restitution, vous allez vous répartir en petits groupes de 5 à 10 personnes, vous allez pouvoir échanger sur ces thématiques, récapituler vos échanges sur des grilles de contribution, apporter des réponses collectives, spatialiser si vous en avez la possibilité. Je vois qu'il y a une jeune contributrice ici, elle va peut-être dessiner la région de demain. Et puis, vous serez accompagné dans les ateliers par cette dame que je vous présente. Sur l'atelier 1, Anne Lénier, donc, qui vous a présenté les éléments diagnostiques. Sur l'atelier numéro 2, Anne Leclerc, en rouge. Et puis, sur l'atelier numéro 3, Janila Gaboré. Voilà, donc elles sont là, elles vont vous accompagner jusqu'aux ateliers qui sont fléchés quand on sort de la salle. Et puis vous aurez jusqu'à 20h30 pour pouvoir travailler sur ces éléments de réponse. Il est prévu à peu près 45 minutes et 45 minutes, 2 fois 45 minutes de temps de réflexion. Et à la suite de ces éléments, eh bien, une synthèse sera produite sur votre atelier. On fera la synthèse des 19 ateliers et puis il y aura aussi une synthèse de l'ensemble de la concertation puisque ces éléments vont alimenter le schéma. Et n'oubliez pas d'aller sur le site de la démocratie-permanente.fr, sur le site de la région. Voilà, et je n'oublie pas de vous dire qu'à la fin de ce travail, bien évidemment, vous serez récompensé par un petit pot
Voilà. Merci beaucoup de vous diriger vers les ateliers. Merci.